Les Archives nationales, nichées dans l'hôtel particulier du prince et de la princesse de Soubise, au centre de Paris, offrent jusqu'au 6 novembre 2023 la période où la monarchie française bascula dans le chaos et sa fin tragique. Elle propose une vision de la vie de la famille royale aux Tuileries du 6 octobre 1789 au 10 août 1792. On y voit le passage de Louis XVI, roi de droit divin, au roi déchu et mis à mort. Un parcours unique qui fourmille de documents officiels grâce au travail des Archives nationales. Le parcours commence par un résumé des événements à partir de juin 1789. Louis XVI finit par réunir les États généraux à Versailles pour discuter et trouver une solution à l'énorme déficit dans la fin des années 1780, dû entre autres à la guerre d'indépendance en Amérique et aussi au refus de la proposition de Louis XVI de l'impôt par le Parlement et la noblesse. Mais loin de régler ce problème, ce fut en fin de compte la question du changement de régime qui se profila à la suite de ces États généraux. Louis XVI, en deuil de son fils aîné qui vient de mourir, va mal réagir aux événements. Et le 20 juin 1789, la réunion des États généraux fut un échec et vit le serment du jeu de paume et la constitution d'une Assemblée nationale constituante. Il fera l'erreur de renvoyer Necker le 11 juillet, ce qui fera réagir Paris dès le 12 avec le discours de Camille Desmoulins dans les jardins du Palais Royal. De surcroît, des bataillons de mercenaires entourent Paris et le mélange des deux événements provoque un mélange de colère et de peur qui explosera le 14 juillet avec la prise de la Bastille. Massacrant au passage quelques personnes, dont le marquis de Launay, gouverneur de la Bastille, et Jacques de Flesselles, le dernier prévôt des marchands de Paris. Dès l'entrée de l'exposition, on peut voir une très belle sculpture de la Bastille avec petits canons et boulets. Dès le 15 juillet 1789, plusieurs aristocrates, dont le frère de Louis XVI, Charles de France, comte d'Artois, émigrent avec sa famille, ainsi que Gabrielle de Polignac, meilleure amie de Marie-Antoinette, inscrite sur le haut de la liste des personnes à éliminer. Et l'on se demande pourquoi Louis XVI ne se retira pas à Rambouillet comme on lui suggérait. Peut-être avait-il peur que son cousin, le duc d'Orléans, n'en profite pour prendre sa place. On peut en effet se poser la question. Pour Louis XVI, une période compliquée s'amorce. Des changements indispensables qui ne se font pas, la cherté du pain, amenèrent une foule de femmes, mais aussi des hommes déguisés, à envahir Versailles et à contraindre la famille royale à revenir habiter à Paris. C'est ainsi que le 6 octobre 1789, le roi, la reine, leurs enfants, le comte et la comtesse de Provence et Madame Élisabeth quittaient Versailles. Ils pensaient que ce n'était que temporaire, mais l'erreur fut importante et même dramatique. Seule Madame Élisabeth, sœur du roi, avait la conscience qu'elle ne reverrait plus jamais son cher domaine de Montreuil. Le matin du 6 fut sanglant, car la foule massacra les gardes qui protégeaient les appartements, notamment de Marie-Antoinette. La marche fut longue et pénible, le carrosse royal était environné d'une foule bigarrée, et des têtes fichées sur des pics entouraient le carrosse. L'arrivée aux Tuileries le soir fut imprévue, et rien n'était préparé pour les accueillir. Aucune personnalité de la famille royale n'y demeurait depuis des décennies, et le château était vide, et rien n'était préparé pour les recevoir. L'exposition nous emmène dans l'organisation d'abord de la machine royale avec des documents sur les soldats protégeant le roi et la reine, les cartons pour entrer, une magnifique épée, etc. Puis, nous entrons dans une salle qui nous montre la répartition des lieux où la vie politique allait se faire à Paris durant les années révolutionnaires. Nous découvrons la lettre que Louis XVI laissa pour son peuple lors de son évasion des Tuileries le 21 juin 1791. Et nous pouvons contempler quelques députés de l'Assemblée nationale. Nous pouvons voir le trajet qui était prévu pour rallier le bastion royal de Montmédy. Louis XVI aurait pu reprendre le contrôle et le gouvernement de la France. Ce que nous découvrons, c'est que Varennes était très proche de Montmédy, que le plus gros du trajet était fait et qu'il restait vraiment
peu de lieux à faire. Mais retournons à la vie de la famille royale aux Tuileries. Nous découvrons un magnifique mobilier et surtout les documents, notamment du garde-meuble, où tous les transferts de mobilier d'un lieu à un autre étaient soigneusement notés. Nous pouvons voir d'ailleurs que toute leur vie était notée, inscrite, consignée, répertoriée, comme ce cahier où sont collés des tissus pour les robes faites à Madame Élisabeth au printemps 1792, ou encore qu'une couturière faisait encore des robes pour Marie-Antoinette jusqu'au 2 août 1793, date de son transfert à la conciergerie. Mais aussi le cahier des thermomètres, le cahier des gains et des jeux, un pendentif que Marie-Antoinette avait offert à Madame de Tourzel, etc., etc. Nous pouvons ainsi voir que toutes leurs activités et toute leur vie étaient répertoriées par une administration très structurée. L'exposition nous montre également tout un ensemble de mobilier, comme ces fauteuils, ce très beau secrétaire à cylindre, ces bibliothèques, ce magnifique paravent et ces chenets recouverts d'argent qui ornaient la cheminée de la chambre de Marie-Antoinette aux Tuileries. On peut voir au mur, dans cette salle, une reconstitution d'un projet de tapis que Marie-Antoinette et Madame Élisabeth brodaient au petit point. Elles le faisaient par petits carrés, tant aux Tuileries qu'à la prison du Temple. On voit ici un carré posé sur le dessin du tapis, un touchant témoignage de leur activité lors de leur emprisonnement. De petites notes avec des portraits nous montrent les acteurs qui les accompagnèrent dans leur déchéance, comme la princesse de Lamballe, partie en émigration mais revenue car fidèle amie de la reine, elle ne voulait pas la laisser seule dans l'adversité, ainsi que Monsieur Thierry de Ville-d'Avray, intendant du garde-meuble, tous les deux massacrés durant les journées de septembre 1792. Madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France, qui prit soin d'eux jusqu'au 20 août 1792, date à laquelle elle fut incarcérée à la prison de la Force. Madame Campan, qui plus tard dirigea une école pour jeunes filles et dont les sœurs de Bonaparte fréquentèrent. Mais outre tous ces témoignages, nous pouvons voir des gravures montrant leurs activités et notamment les promenades de la reine et du petit Louis-Charles, futur Louis XVII, un dessin le représentant dans l'uniforme de la garde nationale, des essais prouvant les tentatives pour montrer la bonne volonté du couple royal envers l'Assemblée et les changements politiques de cette époque. Nous pouvons voir ainsi, dans cette salle, le quotidien du roi, de la reine et de leur famille, de leur arrivée aux Tuileries jusqu'à leur incarcération au Temple. Mais ce qui est le plus touchant dans l'exposition, c'est la révélation de l'amour entre Marie-Antoinette et du bel Axel de Fersen, rencontré bien des années auparavant à un bal à Paris où Marie-Antoinette, jeune dauphine, allait, certes masquée, pour s'amuser. Axel Fersen fut l'amour de Marie-Antoinette et un amour qui fut réciproque. On ne peut aujourd'hui que souhaiter que cette femme ait eu une liaison avec lui, ce qu'on ne saura jamais, car reine de France, il est probable que rien ne se passa physiquement entre eux, sauf peut-être beaucoup de respect et de tendresse. Mais ce qu'on découvre dans l'exposition, ce sont certains passages de leurs lettres qu'ils caviardaient et que grâce à la technologie actuelle, nous pouvons décrypter. Là, plus aucun doute n'est possible, l'amour était là et ils se le témoignèrent jusqu'au moment où tout était complètement perdu. Ces lettres sont un témoignage touchant d'un amour impossible et dont la finalité tant pour l'un que pour l'autre fut une tragédie. On découvre aussi qu'ils échangeaient des informations et que Fersen préparait leur évasion. Marie-Antoinette fut guillotinée et Axel Fersen finit piétiné par la foule en 1810, croyant que celui-ci avait assassiné le roi de Suède. Il fut prouvé ensuite que cela était faux. Théodore des Tuileries, une bataille faisait rage, celle de l'opinion publique, favorisée par les libelles, journaux et autres affiches. Soit révolutionnaire, comme l'Ami du peuple, journal révolutionnaire créé par Marat, ou par les royalistes, comme
l'Ami du roi, créé par l'abbé Thomas-Marie Royon et Galard de Montjoie. Ou encore l'Acte des apôtres, auquel collabore Antoine de Rivarol, journal royaliste. Mais on peut trouver aussi des pétitions, comme celle signée au Pas-de-Calais en faveur du roi, ou bien celle signée à Strasbourg en faveur de la Révolution. Mais les événements s'accélèrent. Louis XVI, possédant encore un semblant de pouvoir, met son veto à 5 décrets, dont notamment à 3 qui lui sont insupportables. Fervent catholique, il ne peut comprendre les décrets sur les prêtres réfractaires, notamment en 1791 et en juin 1792, ainsi que sur un décret pour un camp de 20 000 hommes près de Paris. Il apposera donc son droit de veto. On peut aussi voir comment l'image de Marie-Antoinette et de Louis XVI se dégrada, comme ces gravures montrant la reine, les jupes retroussées, un homme la touchant, ou Louis XVI avec une bouteille et bonnet phrygien, ou encore cette gravure montrant la famille royale en cochon. On peut voir également une liste de personnes, hommes et femmes, avec lesquelles Marie-Antoinette aurait fait l'amour. Idée totalement fausse, Marie-Antoinette était très pudique et pas du tout portée au libertinage. La guerre avec les puissances coalisées était ouverte, et le 25 juillet 1792, le manifeste du duc de Brunswick, ultimatum aux Parisiens pour libérer le roi, sinon les armées attaqueraient Paris. On l'effet inverse. Il donne lieu à l'assaut des Tuileries le 10 août 1792, la destitution de Louis XVI et la fin de la monarchie. Pour finir, on peut voir la destruction en août 1792 de la Constitution de 1791 qui avait été mise sous la statue de la Liberté, qui fut récupérée et pilonnée symboliquement par la presse à moutons pour bien faire comprendre que la royauté ou une royauté parlementaire ne pourrait fonctionner en France. Louis XVI fut guillotiné le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette le 16 octobre 1793, Madame Élisabeth le 10 mai 1794, 20 ans jour pour jour après la mort de Louis XV, et le petit Louis XVII mourut à la prison du Temple en 1795 dans des conditions infamantes. Seule Marie-Thérèse, leur fille, retrouva la liberté après un échange en décembre 1795. Une superbe exposition pour nous faire comprendre la période charnière qui va de la royauté de droit divin à la dictature révolutionnaire et au bain de sang qui s'ensuivit. Nous pouvons remercier les Archives nationales pour nous montrer les documents originaux et essentiels à la compréhension de cette époque, mais aussi les partenariats avec les entreprises Breguet et Truvedon pour avoir participé à cette belle et instructive exposition, qui, et il faut le dire, est gratuite. Passionné d'histoire ou non, n'hésitez pas à y aller pour comprendre cette période charnière de notre histoire et découvrir tant de documents authentiques et originaux dont nous sommes aujourd'hui les enfants et les héritiers.